Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Le secteur associatif a tiré la sonnette d'alarme à de multiples reprises sans gouvernement bruxellois. Avec les incertitudes budgétaires que cela entraîne, les missions sont mises en péril. Difficile dans ces conditions de se projeter dans l'avenir. Alors comment le non-marchand vit-il cette situation? Quelles sont ses conséquences et comment envisage-t-il le futur? Autant de questions que nous allons aborder ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Christophe Dubois. Bonsoir, vous êtes directeur général du réseau ID, qui rassemble les associations de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. C'est une quarantaine d'associations ici en région bruxelloise. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Céline Nieuwenhuis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. Première question pour vous, Christophe. Vous avez envoyer un questionnaire à vos membres, aux associations, pour leur demander leur état d'esprit par rapport à cette absence de gouvernement bruxellois. On peut dire que vraiment c'est un véritable cri d'alarme qui vous est revenu. Oui, c'est impressionnant. Il y a 60% des associations répondantes qui craignent pour leur survie à court et moyen terme, et donc vraiment qui sont en situation presque de faillite pour le moment. Donc il y a beaucoup de licenciements, donc il y a déjà une cinquantaine de licenciements qui sont en cours ou des préavis. Et donc oui, c'est vraiment une inquiétude pour toutes ces associations-là, non seulement pour toute l'expertise qu'elles perdent, mais aussi pour les services qu'elles rendent à la population. Oui, alors on aura l'occasion d'en parler. Est-ce que vous faites le même constat, Céline, pour les associations qui travaillent sur le terrain, qui aident, qui viennent en soutien? Est-ce qu'elles tirent la même conclusion aujourd'hui par rapport à l'incertitude budgétaire? Oui, et alors je dirais que ça tire en longueur parce qu'évidemment, donc dans le secteur social santé bruxellois, on a pu noter qu'il y a au moins 25% de subsides en facultatif, donc des personnes qui ont des contrats qui risquent de ne pas être prolongés. Et en fait, ces projets facultatifs, déjà avant les élections, on sent bien déjà une première tension qui monte en disant mais tiens, en fonction du gouvernement au pouvoir, est-ce qu'on va être renouvelé, est-ce qu'on va être prolongé, est-ce que nos projets vont pouvoir continuer? Mais avant tout, j'ai envie de dire, au-delà de l'emploi, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à être avec les gens? Sur les questions sociales, c'est cette question-là. Et puis, il y a eu les élections et en fait, un an après, on est toujours un peu sur cette balance, ce qui rend l'organisation et la projection très complexes. Oui, alors est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit en disant que pour certaines associations, il y a un risque de disparaître aujourd'hui? Évidemment, pour certaines associations, il y a un risque de disparaître à un moment donné où on n'a jamais eu autant besoin que les associations sociales soient robustes, dans le sens où on va avoir, on l'a entendu, des milliers de personnes qui vont être exclues du chômage. Bruxelles va être plus particulièrement affectée que les autres régions. On a les CPS qui sont déjà à saturation vont l'être encore plus. Le secteur associatif doit vraiment pouvoir s'organiser pour anticiper. Et en fait, cette situation nous empêche totalement d'anticiper comment est-ce que nous allons pouvoir nous organiser pour être là pour les personnes. Oui, alors parmi les conséquences de ces incertitudes budgétaires, vous le dites dans les résultats de votre enquête, préavis et licenciements parfois massifs, réduction volontaire du temps de travail pour certains, chômage économique, diminution des frais de fonctionnement. Donc il y a déjà toute une série de conséquences concrètes. Il y a des associations qui déjà ont arrêté une partie des activités aujourd'hui? Oui, alors arrêté ou fortement diminué. Il y a des associations qui ont déjà fermé les portes. Je pense à l'Es Béton, par exemple, qui a arrêté... Qui végétalisait les espaces publics. Tout à fait, qui enlevait le béton des espaces publics pour mettre des végétaux avec les citoyens. Donc il y avait vraiment une démarche, c'est pas technique, c'est une démarche d'accompagnement des citoyens et qui a fermé ici fin d'année. Et il y a beaucoup d'autres associations. En effet, derrière, c'est des formations d'adultes pour apprendre à circuler en sécurité à vélo dans la ville. Ce sont des activités nature avec des enfants qui, en particulier à Bruxelles, sont parfois les seules activités qui les mettent en contact avec la nature. Et donc, vraiment, toutes ces choses-là qui sont vachement mises au ralenti. Voilà, oui, toute une série d'activités. Aussi des animations, des formations en matière d'entrepreneuriat durable. Au niveau aussi des métiers de la transition, voilà. C'est vraiment dans tous les domaines environnementaux en fait, qui sont touchés. C'est très diversifié. Alors vous êtes déjà, plusieurs associations sont déjà allées devant le Parlement bruxellois pour dire à quel point il y avait urgence de trouver des solutions. C'était le cas en mars dernier. Écoutez ces témoignages.
On est subsidié depuis plus de 30 ans, mais on a des subsides qui sont facultatifs, mais donc qui sont devenus récurrents. Et là, aujourd'hui, on nous avait annoncé donc les 3 premiers et 3 douzièmes très rapidement, mais jusqu'à présent, on n'a encore rien reçu. Et donc, moi, au mois de mars, j'étais avec un gros problème de trésorerie, donc je ne savais pas payer mon personnel, c'est-à-dire 16 personnes. Et donc, vous avez dû faire appel aux banques ? Alors j'ai fait une demande de crédit. Alors c'est vrai que les problèmes de trésorerie, c'est pas inhabituel pour les associations. Et donc j'ai fait une demande de crédit. La difficulté ici, c'est qu'on avait très peu de choses à faire valoir pour obtenir ce crédit. Alors heureusement, je l'ai obtenu et donc là, j'ai une petite marge de manœuvre, mais le problème continue pour la suite. Je vais prendre un exemple très simple, un exemple de santé publique. Aujourd'hui, on n'a pas la certitude d'avoir le financement pour le matériel de réduction des risques. Donc le matériel pour les personnes usagères de drogue qui permet de lutter efficacement contre le sida et le VIH. C'est-à-dire que demain, on pourrait ne plus avoir de seringues et de matériel propre à distribuer, ce qui va représenter une catastrophe au niveau épidémiologique. Donc ça, vraiment, il faut le savoir, quoi. Voilà, donc ça c'était au mois de mars. On imagine que la situation ne s'est pas améliorée depuis. Quel regard portez-vous, vous, sur la responsabilité politique de cette situation et sur cette impossibilité à dégager une majorité ? Alors, peut-être sur la première question, pour moi, pour la responsabilité politique, comme vous l'entendez, on est déjà dans des secteurs où on a du mal à recruter. Vous avez entendu Christopher de Dune travailler à la réduction des risques dans des quartiers avec un taux de pauvreté important, des personnes qui ont des problèmes d'addiction, des personnes qui dorment à la rue. C'est déjà des métiers hyper difficiles. On a la profession d'assistant social est devenue en pénurie. Ça veut dire que on ne parvient plus à engager, on a du mal à engager. Et en plus de ça, on nous met sur des projets facultatifs. Ça veut dire des projets où les gens ne peuvent pas se projeter. Il y a un non-sens complet, surtout dans une région comme Bruxelles où on parle de difficultés sociales, d'insécurité, etc., que ces métiers-là soient au moins attractifs. Mais là, c'est vraiment... Donc non seulement le métier est difficile, mais en plus, les conditions de travail, les conditions de sécurité de contrat ne permettent pas d'attirer des profils qui auront l'expertise suffisante pour faire un métier aussi difficile. Donc, il y a quelque chose là qui, moi, me semble... Et on sent bien dans le secteur totalement absurde, c'est qu'on a aujourd'hui des décisions du fédéral, comme je le disais, qui vont impacter Bruxelles, et on a cette espèce ce blocage institutionnel qui vient renforcer le blocage des associations. Or, nous sommes tous des maillons d'une démocratie. Mais ce n'est pas parce que la démocratie institutionnelle est totalement bloquée, et on voit que là, on arrive vraiment à un niveau de blocage qu'on n'arrive même pas à nommer, hein, on est quand même un peu effaré, mais évidemment, leur niveau de blocage est en train de ruisseler sur la démocratie bas-seuil, qui est encore plus essentielle qu'avant. Et donc, cette espèce de ruissellement, ce blocage à tous les niveaux, donc on demande vraiment que rapidement, et on a entendu Guillaume Delvaux ici, il y ait des solutions qui soient mises en œuvre, peut-être tout à fait nouvelles et tout à fait inédites, dans un moment inédit de l'histoire de Bruxelles. Oui, on en parlera dans un instant, mais vous parlez d'irresponsabilité politique aujourd'hui par rapport à ce qui est en train d'arriver ? Irresponsabilité, en tout cas ils sont responsables de la situation, je pense, et quand on va rencontrer les parlementaires, les ministres actuellement en charge de cette situation-là, alors ils sont tous relativement compréhensifs, ah ben oui, vous venez tous nous voir, il y a tous un problème, et puis ils ne savent pas trop quoi faire par rapport à cette situation-là. On a vraiment l'impression que nous, on aimerait bien qu'il y ait un pilote dans l'avion, maintenant en fait ils sont en pilotage automatique, et donc ça je pense que c'est la responsabilité des pouvoirs publics. Et aussi dire autre chose, c'est que, mais si on entend la question des pouvoirs des subsides facultatifs, dans le secteur de l'environnement, même les subsides récurrents qui sont actifs depuis plusieurs années sont bloqués complètement par l'inspection des finances notamment, et par notamment le ministre du budget aussi. Alors au final, ça se débloque, mais les plusieurs mois de procédures qui sont engendrées par cette situation-là font que les associations doivent faire des prêts quand elles ont les moyens, ou fermer leurs portes, ou licencier les gens. Et donc même pour les conventions qui sont des conventions pluriannuelles, il y a des soucis. Oui, mais juste une question, Céline Nieuwenhuizen. Est-ce qu'il n'y a pas des associations qui fonctionnent avec des budgets pluriannuels et qui donc par rapport à ça, aujourd'hui, peuvent quand même se dire qu'elles vont pouvoir continuer à mener leur mission à bien sans problème? Alors, il n'y a aucune association qui se dit qu'elle va pouvoir continuer sa mission sans aucun problème. En tout cas, il y a toujours
une nécessité. En fait, depuis des années, il y a une espèce de lubie qui dit on ne peut rien financer à long terme parce qu'il faut voir l'impact, il faut réévaluer, on ne peut pas s'engager pour plus de 6 mois, donc vous allez faire un appel à projet. C'est l'esprit aujourd'hui, hein. C'est répondre à des appels à projet parce que vous comprenez, l'engagement long terme, ça c'est plus possible, au niveau européen, on ne peut plus, etc. Donc en fait, les associations ont été super créatives aussi, parce qu'il y a eu des crises successives, hein, donc on sait bien qu'à chaque crise, il y a des nouveaux besoins sur le terrain, donc on crée des nouveaux projets pour venir en aide aux Ukrainiens, pour pouvoir répondre à la crise de l'énergie. Nous, on a engagé pendant la crise Covid plus de 20 équivalents temps plein pour être dans les quartiers. Ensuite, ils ont été là pour les Ukrainiens. Ensuite, ils ont été là pour la crise de l'énergie. Et en fait, ces personnes sont dans une adaptation permanente, mais c'est un projet à subside facultatif. Et il y en a comme ça partout. Il y en a dans les CPS, il y en a... Et donc... À la fois, c'est une espèce d'idée comme ça de management qu'on ne pourrait rien assurer parce que vous comprenez, il faut mesurer l'impact, etc. Moi, je suis très touchée par ce qu'il dit par rapport aux associations, l'environnement, les béton. Nous, c'est tous des associations avec lesquelles on travaillait. Tout le monde parle d'écologie sociale, d'écologie populaire, etc. En fait, c'est ces associations-là. Elles ont l'air toutes petites comme ça, mais elles sont très, très précieuses, en fait. Et les associations sociales et de l'environnement, j'ai un jour entendu, c'est le même mépris par rapport aux forêts qui brûlent et par rapport aux banlieues qui s'enflamment. C'est vrai, en fait, par rapport à la question sociale et environnementale, on est totalement tributaire. Et je pense qu'on a pourtant une expertise des territoires, des fragilités du monde, des personnes, et on construit des choses ensemble, même quand on ne nous demande pas de le faire. On apprend à se rencontrer sur les territoires, les publics, etc. Et donc, ce terreau va être encore plus précieux, comme je le disais, demain qu'aujourd'hui, vu ce qui nous tombe du fédéral. Donc, je pense qu'il y a des décisions politiques qui pourraient se prendre en affaires courantes, qu'il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Il y a des choses, il y a des urgences climatiques, il y a des urgences sociales, il y a des urgences sanitaires, avec des publics sans abri, toxicomanes, avec des quartiers qu'il faut verduriser parce qu'il va faire très chaud. Et ça, on n'y touche pas. Et je pense que c'est une décision politique qui peut être prise parce qu'il y a d'autres lignes budgétaires qu'on pourra activer. Oui, vous pensez-vous aussi que le gouvernement, en affaires courantes, pourrait être plus proactif par rapport à la situation ? C'est une obligation. En fait, l'affaire courante, c'est quoi ? C'est continuer ce que le gouvernement précédent faisait sans rajouter de nouvelles politiques. Ça, c'est le principe de base. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ils ont tout bloqué. Donc, en fait, au niveau parce qu'il y a les 12e provisoires, hein, donc on l'entendait, effectivement. Alors, pour une partie, il y a les 12e provisoires, en effet. Alors, les 12e provisoires, moi, j'entendais encore il y a 2 jours une association qui va toucher seulement maintenant les 3 12e provisoires du mois de mars. Donc ça veut dire que pendant 6 mois quasiment, elle a dû vivre et financer et payer ses employés sans argent, avec son argent quand elle en a, parce qu'il y a beaucoup d'associations, surtout quand on travaille dans l'éducation, parce que souvent on a cette image de « ah ben tiens, vous dépendez trop des subsides publics, etc. » Quand on travaille dans l'éducation et dans l'éducation à l'environnement, l'idée c'est de rester accessible à tous, et donc on n'a pas envie de s'adresser qu'aux classes, aux familles qui ont les moyens de payer, ou de faire appel aux fonds privés pour sensibiliser les enfants à la nature, pour faire comprendre aux personnes l'ampleur des enjeux environnementaux, ce qu'elles peuvent faire par rapport à ça et comment modifier leur cadre de vie. C'est vraiment une responsabilité des pouvoirs publics. Et juste pour terminer, il faut se rendre compte aussi des budgets dont on parle. Ça reste une cacahuète. Le budget sensibilisation pour Bruxelles Environnement, c'est 2 millions d'euros. Le budget total de la région, c'est 11 milliards. Donc c'est 5000 fois plus. Pour comparer, par exemple, la rénovation du tunnel Léopold II, ex-Léopold II maintenant à Nicordi, c'est 500 millions. Donc on aurait de quoi financer 250 ans les actions du secteur pour une année de notre activité, de nos activités au collectif, des 40 associations dont je parle. Ouais. Alors il y a un comité de prudence budgétaire qui a été mis en place par ce gouvernement en affaires courantes. Sven Gatz était notre invité il y a quelques jours dans Bonjour Bruxelles. Je vous propose de l'entendre à propos justement de ce soutien au secteur associatif. Pour le social et le santé, je veux dire que dans le secteur bicommunautaire, il n'y a pas cette coupe, entre guillemets, de moins 15%. Il y a toujours 100%, sauf que c'est en 12e provisoire. C'est une obligation légale pour le gouvernement. Donc là, je veux dire, on veut et on peut tout faire pour soutenir le secteur associatif, mais en même temps, c'est aussi à eux de gérer cette situation d'une façon ou d'une autre. Donc ce sera 12e provisoire, rien que 12e provisoire pour ce secteur-là. Oui, même si on arrive à un budget, un budget en plein exercice pour la dernière partie de cette année-ci, de fait, ce sera toujours quand même des 12e provisoires. Le reste de l'année, il n'y a rien à faire. Voilà, on vous renvoie à votre responsabilité, Céline Neuss, en disant que vous allez devoir continuer à fonctionner avec des 12e provisoires.
C'est magnifique. Non, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on va devoir trouver des solutions. Mais moi, franchement, je veux bien, mais qu'on nous les donne. À part de lignes de crédit qui nous coûtent un pont dans les banques, et finalement, c'est les subsides publics qui vont payer ces lignes de crédit. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de ça. C'est de l'argent public qui va partir, parce que des lignes de crédit, ça vous coûte en intérêt, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais rebondir. Il y a des budgets dont on n'entend jamais parler. Je pense au budget pour la numérisation des services publics. C'est des millions d'euros qui vont partir dans des entreprises privées qui, elles, ne souffrent pas, je vous en assure. Je pense qu'on peut mettre en pause la numérisation des services publics pendant 1 an ou 2. De toute façon, ce que les gens ont besoin et ce que les gens vont avoir encore plus besoin dans les années à venir, ce sont des guichets physiques avec des gens derrière et des gens qui répondent au téléphone. Ça tombe bien, on va devoir mettre les gens à l'emploi. Je pense que c'est un moment idéal pour dire, est-ce que la numérisation va permettre de mettre plus à l'emploi? Non. On doit mettre les gens à l'emploi et on a des besoins. Donc il y a des budgets gigantesques. Si vous regardez le budget de la numérisation des services publics, c'est 3 fois le budget pour la santé mentale à Bruxelles. Ça n'a aucun sens. Il y a des priorités et on ne peut pas parler de ça comme une fatalité en disant on va devoir se débrouiller. Se débrouiller avec quoi? Comme on disait, nous, nos services sont gratuits. Nos services, on ne se met 0 dans nos poches. Et peut-être que le problème, en fait, c'est que ceux qui sont aux manettes aujourd'hui, en fait, peut-être ne souffrent pas vraiment de la situation. Tu vas au Parlement, ils sont là, assis sur leur chaise, tout va bien, ils font leur selfie, la vie continue. La vie continue pour eux. Honnêtement, je me demande si ce n'est pas ça le problème. Oui, alors justement, dans ce cadre-là, puisqu'on appelle à votre responsabilisation, quand on entendait Sven Gatz, qu'est-ce que les associations sont prêtes à faire? Quels sont les moyens dont vous avez à disposition pour vous-même essayer de trouver les moyens de continuer vos missions? Alors déjà, on a la corde, on l'était déjà avant, on l'est encore plus maintenant. Enfin voilà les moyens qu'elles ont pour le moment, sincèrement, à part d'aller sonner à la porte quand elles ont le temps de le faire, qu'elles ne sont pas sur le terrain. Et alors, moi, ça me révolte en fait quand j'entends ce genre de choses-là. Moi, j'ai envie de lui poser aussi la question. En fait, les associations, pas de problème pour gérer la situation. Si elles connaissent la situation, en fait, nous, on nous fait voyager en nous disant un jour, ah mais vous inquiétez pas, les 12e vont arriver le mois prochain. Ah ben non, finalement, ce sera dans 3 mois. Et en fait, on nous souffle du froid et du chaud en permanence. Et donc cette incertitude-là, c'est impossible de gérer. Mais qui que ce soit, si on ne sait pas combien on va gagner le mois prochain, c'est impossible de faire un vrai budget. Et donc en fait, la seule possibilité qu'elles ont pour le moment, c'est de remettre des préavis. Je veux dire, ou alors d'augmenter le frais de leurs activités. Mais comme on l'a dit, les personnes à qui on s'adresse, on ne veut pas qu'elles payent plus cher, sauf à rester accessibles seulement à des privilégiés. Oui, alors on a vu une prise d'opposition de Bruxéo qui rassemble le non-marchand, une partie du tissu associatif qui disait les besoins de société augmentent, on est opposé à la méthode de la râpe à fromage, ça veut dire que chacun économise un petit peu. Pour vous, il faut maintenant dégager certaines priorités. C'est ça que vous attendez du gouvernement en affaires courantes? Oui, tout à fait. Donc, on est tout à fait aligné sur la position de Bruxéo. C'est de dire, en fait, plutôt que de raboter de manière linéaire partout, en fait, on a des centaines d'études. On a l'Observatoire du social et de la santé, mais on a nos universités qui font des études sur Bruxelles et qui montrent qu'il y a des problématiques accrues en logement, en accès à la santé. On sait exactement où sont les difficultés. Et donc, on pourrait se dire, sur ces secteurs-là, on ne touche pas. Je pense à la question de l'environnement. On va probablement avoir un été caniculaire on doit accélérer en fait la verdurisation de certains quartiers qui sont aussi les quartiers précaires, évidemment, parce qu'on cumule. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir des priorités qui ne répondent pas à des tendances politiques ou à des envies de maintenir l'emploi, parce qu'on n'est pas dans une posture de on veut maintenir l'emploi. On est inquiet pour les gens, en fait. On est inquiet pour les quartiers, on est inquiet pour les territoires, avant tout. Et nos travailleurs, vous savez, moi, quand je les entends, je suis même étonnée qu'ils ne soient pas plus inquiets pour leur salaire et qu'ils soient inquiets en disant, mais est-ce qu'on peut commencer une activité alors qu'on sait qu'on va peut-être laisser tomber les gens dans 3 mois? Ils vont de nouveau se sentir abandonnés. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de maintenant mettre les moyens pour déployer des nouveaux dispositifs face aux coupures du chômage qu'il va y avoir en 2026. Ouais, alors par rapport à ça, est-ce que votre secteur aujourd'hui, comme ça va sans doute vous être demandé, à évaluer les dispositifs en tenant compte des réalités budgétaires pour dire là aussi on doit prioriser et donc il y a certaines choses qui de facto doivent disparaître. Est-ce que le secteur est prêt à ça, vous pensez, aujourd'hui ?
Alors, il est prêt puisqu'il met déjà le préavis maintenant. Le préavis, c'est une façon de pouvoir se dire « Ok, je ne fais peut-être pas faillite dans X mois ». Enfin, au réseau ID, on a remis un préavis qui court jusqu'à... Donc, on a la chance, on est une des rares associations qui a une convention cadre jusqu'à mi-2026. Mais c'est des gens qui sont expérimentés. Donc, il faut savoir que la stratégie à Bruxelles en matière d'éducation à l'environnement, elle est construite depuis plus de 20 ans, progressivement, en étant évaluée. Parce qu'on a souvent ce discours l'associatif, en fait, il dépense l'argent public à tout va, etc. Ici, ce sont vraiment des... Enfin, ici et ailleurs, en fait, ce sont vraiment des stratégies qui sont évaluer, mesurer, changer pour pouvoir correspondre aux besoins. Tout ça va tomber à l'eau. Et donc, toutes ces personnes qui sont actives depuis plus de 15 ans, en fait, elles ont une ancienneté. Quand on les met en préavis, c'est du temps derrière. Et donc, ça, c'est de la prévision, par exemple. Mais pour moi, c'est mettre de nouveau. Quand on dit pourquoi vous devez faire des économies, enfin, non, il ne faut pas. Je vous dis, 2 millions d'euros, c'est 250 ans, 250 ans pour le tunnel. Donc, je veux dire... Voilà, et on nous demande encore d'en faire plus. Non, enfin, il n'est juste pas possible. Oui, alors, une des demandes du secteur aussi, c'est que les pistes d'économie ne peuvent pas, dit Bruxeo, en aucun cas réduire l'accessibilité de la population aux services de base. Cette accessibilité, vous pensez vraiment pouvoir la maintenir? Parce que le contexte de rigueur, on le sent pesant et on le sent être présent pour les années qui viennent, Céline Lyonnais. Mais donc, comme on l'a dit, le budget social santé pour Bruxelles par rapport aux enjeux, c'est peanuts en fait. Ouais. Donc oui, je pense qu'il va falloir avoir une rigueur budgétaire. Mais il y a des budgets ailleurs. Je pense par exemple, donc vous parlez d'évaluation de nos projets. Nous, on est prêts à faire l'évaluation. On nous demande, vous trouvez que c'est plus important le numéro vert, Allo Aide Sociale pour tous les Bruxellois ou les travailleurs de quartier? Mais les deux, en fait, ça ne répond pas. On n'a déjà pas assez par rapport aux enjeux. Moi, je vais vous dire quelque chose. L'aide aux entreprises est bien plus importante que les subsides de l'associatif. Il y a des aides aux entreprises, par exemple, pour transiter vers un monde plus vert, etc. Vous pensez que ces entreprises donnent des évaluations? Vous pensez qu'elles font des rapports d'activité? Vous pensez qu'elles vont 4 fois par an à Bruxelles Environnement ou dans n'importe quelle administration pour dire ce qu'elles font? Rien. Donc moi, je pense qu'on va devoir surtout récupérer du temps, nous. On va devoir récupérer du temps parce que ce temps à expliquer aux politiques ce qu'on vit, ce qu'on fait, nos priorités, etc., c'est du temps qu'on n'a pas avec les gens. Donc moi, je pense qu'on va plutôt devoir alléger nos évaluations. Moi, bienvenue aux administrations s'ils veulent voir le travail qu'on fait. Mais ce que vous nous dites maintenant, à demi-mot, c'est réduisez l'aide aux entreprises et concentrez-vous sur les besoins sociaux. C'est ça que vous nous dites aujourd'hui. En fait, si on fait une analyse du pays... Le gouvernement Arizona, les décisions qu'ils ont prises, elles vont impacter quel domaine? Est-ce qu'elles vont impacter les entreprises? Peut-être moins que les questions sociales santé. Si on sait déjà, allez, les CPS, le problème des CPS... Les CPS sont à saturation, ça crée des problèmes à la chaîne. Un quartier avec un CPS qui ne fonctionne pas bien parce qu'il est saturé, c'est tout le réseau autour qui trinque. Donc moi, je pense que oui, le social santé doit être à minima maintenu intact. Oui. Alors, Christophe Dubois, il y a 2 solutions sur la table, 2 initiatives, un gouvernement autour du MR et puis un gouvernement progressiste que Ahmed Laouech tente de mettre sur pied. Vous portez quel regard, vous, sur ce qui est en train sur ces initiatives-là aujourd'hui? Alors, difficile d'être complètement honnête sur cette question-là. Voilà, ils discutent depuis quand même pas mal de temps, ils viennent chaque fois avec leurs solutions. Quand on va les rencontrer aussi en tête-à-tête, ils nous disent à un moment donné, la nécessité fera loi. Moi, peu importe quelle formule c'est, pour peu qu'ils tiennent en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Bon, c'est clair qu'il y a une formule, à mon avis, qui sera meilleure sur ces enjeux-là qu'une autre, mais moi, peu importe, pour peu qu'ils les prennent en main. Il faudra voir les déclarations politiques. Moi, je n'ai pas lu la note du MR. J'attends de voir ce qu'il y a dedans. Oui, peu importe pour vous, l'important c'est d'avoir un gouvernement Non, pour vous, pas du tout. Pour moi, l'important n'est pas d'avoir un gouvernement. Pour moi, l'important c'est d'avoir des décisions politiques qui permettent aujourd'hui de stabiliser les choses. On a vu hier Guillaume Delvaux et M. Delhuit ici sur ce plateau. Il y a d'autres possibilités, d'autres alternatives. Moi, je ne veux pas d'un gouvernement à tout prix et dans n'importe quelles conditions. Évidemment, la question du soin, du social, de l'environnement, de la santé est essentielle pour nos secteurs. Et donc, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir ouvrir d'autres portes parce que, de mon point de vue, la plus grande probabilité, c'est qu'on reste dans cette situation pendant toute la législature. Et donc, à partir de quand on va accepter et se dire, bon, écoutez, là,
on va commencer à ouvrir des pistes alternatives. Je pense qu'il va y en avoir sur la table dans les semaines à venir de la part de toute une série d'acteurs qui sont prêts, eux, à travailler et à faire des propositions. Mais merci en tout cas d'être venu expliquer finalement la situation et ce que vous souhaitez à l'avenir. Merci d'avoir été des nôtres. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Très bonne soirée à tous.